Madame, monsieur, bien le bonsoir et bienvenue au journal sur Equinos Télévision. À la une de l'actualité ce soir, comme à l'école, les députés élus le 30 septembre dernier ont effectué leur rentrée ce jour au Palais des Verts de Ngouaikele. Entre joie et émotion, ces hommes et femmes mesurent les défis qui les attendent. Et qu'attendre donc de la 9e législature qui s'est ouverte ce jour? Tentative de réponse en deuxième partie de ce journal avec notre invité, par ailleurs, ancien député. À Douala, les centres de santé clandestins font leur nid et toujours dans la capitale économique du Cameroun, je vous invite à faire la découverte d'un quartier, Koweït City, où les populations vivent autour des décharges toxiques. Madame, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un instant pour les développements. À tout de suite. Une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinos Télévision. À l'Assemblée nationale, les premiers pas, mais déjà de grandes projections. Les nouveaux députés, mais aussi les femmes qui marquent des points. Bien que gagnés par l'émotion et la joie, ils mesurent déjà l'ampleur des défis qui les interpellent. Au moment où s'ouvre la 9e législature à l'hémicycle de Ngouaikele. Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'était la rentrée de toutes les émotions, notamment pour les nouveaux députés, les Bleus, comme on les appelle, qui foulent pour la première fois le sol de l'hémicycle du Palais des Verts de Ngouaikele. Premier contact, comme à l'école primaire, les députés s'alignent pour retirer les fiches de renseignement, non sans exprimer leurs premières sensations. Comme un bleu, oui. Le bleu se sent comment, madame? Oui, ben, il a envie de tout découvrir, il ne sait rien. Et il veut tout découvrir, il veut tout apprendre. J'appréhende les enjeux et j'essaie de comprendre ce qui va être fait comme travail et faire déjà des projections par rapport aux ambitions qui sont celles de ma génération. Mon émotion est grande parce que je foule ce sol pour la première fois. Je pense à mon père qui a tout perdu pendant les événements de 55 à 58. Passé le moment de l'euphorie et de l'émotion, nos honorables députés reviennent rapidement les pieds sur terre, préoccupés qu'ils le sont déjà par les principaux défis qui vont meubler leur séjour à l'Assemblée nationale. Et même s'ils ne sont pas suffisamment représentatifs pour certains, ils ne s'avouent pour autant pas vaincus. Leurs voix compteront. C'est une question de savoir aborder les uns et les autres et également faire passer ses idées. Comme vous le savez très bien, la voix de l'UPC a toujours porté. Ils sont 148, il y a 20 millions de Camerounais. Donc les 148 ne vont pas dépasser les 20 millions de Camerounais. Je vais à l'Assemblée interpeller ceux qui dirigent pour que le peuple sanctionne demain. Les premières idées, c'est vraiment travailler pour l'épanouissement, pour le développement, pour le rayonnement, d'une part de mon département et d'autre part de mon pays. Cette 9e législature sera animée par 99 nouveaux députés, mais 81 ont réussi à garder leur siège et sont autant préoccupés que les Bleus à mouiller le maillot pour faire avancer la démocratie et impulser le développement de leur localité. Responsabilité par rapport à notre circonscription électorale, aux populations qui nous ont élus, mais surtout responsabilité vis-à-vis de la nation en tant qu'élu de la nation, par rapport à la défense de l'intérêt général des populations et de l'intérêt national. Et bien sûr, parmi les 81 députés qui gardent leur écharpe, l'attention sera désormais tournée vers Kavayegue Djibril. Le député élu du maillot Sava va-t-il continuer de rester au perchoir? C'est la grande question qui mérite d'être posée à l'issue et qui trouvera certainement des réponses à l'issue de la session de plein droit qui s'est ouverte ce jour. Parlons de toute autre chose. À présent, les centres de santé clandestins se multiplient à Douala, précisément dans l'arrondissement de Douala.
Douala 5e. Le nombre de victimes des soins approximatifs qui y sont administrés s'accroît. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e a décidé d'y mettre un terme en procédant ce jour à la fermeture de ces centres de santé clandestins. Des observateurs affirment cependant que c'est la conséquence de la démission de l'État dans ses fonctions régaliennes. Samuel Choufa et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Selon les autorités administratives, les centres de santé poussent au Cameroun comme des champignons. Pire, les opérateurs clandestins ont fait leur nid dans le secteur. Et les conséquences sont nombreuses. Parmi celles-ci, des décès en cascade suite aux soins inappropriés. À Douala 5e, le mal est profond. Au centre de santé Le Bourgeois Makepe-Misoke, par exemple, l'état des lieux donne des sueurs froides. Une maison bâtie sur quelques mètres carrés, subdivisée en compartiments qui servaient de chambre d'hospitalisation. Pas de toilettes, la chaleur y est accablante. Mais ici, plusieurs interventions offertes dans des hôpitaux qui répondent aux normes sont proposées. Des sources affirment que des complications dues aux soins approximatifs sont courantes. Une situation à laquelle il fallait mettre un terme, affirment les responsables du district de santé de Deido qui couvre le secteur. C'est notre travail de recenser les formations sanitaires illégales et de les fermer. Ils n'ont pas voulu venir nous montrer les documents, alors nous estimons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'opération de fermeture des centres de santé clandestins était conduite par le sous-préfet de Douala 5e qui affirme avoir pris les mesures nécessaires pour que ces centres médicaux clandestins restent fermés. Vous n'êtes pas médecin et vous avez mis docteur comme Monnier quand même. Je suis psychopathologue. Je n'ai pas pied. Ces centres sont purement et simplement fermés. Donc nous allons veiller à ce que ces scellés ne soient pas brisés. À la clinique Saint-Paul Andogbong, la fondation Kamsi Amala Cité Sik et le centre médical Les Cocotiers à Bipanda, des scellés y ont également été apposés. Cependant, des observateurs affirment que la clandestinité dans le secteur de la santé au Cameroun prospère parce que l'État ne remplit pas assez cette mission. L'opération menée ce mardi par le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e démontre à suffisance que de nombreux clandestins se sont investis dans le secteur de la santé au Cameroun, faisant chaque jour de nombreux morts sur le carreau. Sur le terrain de cette opération, pour Equinox Télévision, Samuel Choufa, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Mais avant les centres de santé, l'autorité administrative de l'arrondissement de Douala 5e a procédé à la fermeture des églises, dites de réveil et des bars. Mais sur le terrain, l'on remarque que ces bars et ces snack-bars fermés il y a environ 3 mois ont réouvert leurs portes à l'université de Douala précisément. Les riverains sont plongés à nouveau dans les nuisances sonores. Le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 5e dit avoir constaté que ces bars et snacks ont des autorisations et se contentent désormais de veiller au respect des heures de fermeture. Samuel Choufa et Flotam Kobensi. Ange Raphaël à Douala, les activités des bars et snack-bars se portent bien à un jet de pierre de l'université de Douala. Pourtant, les autorités administratives de Douala 5e, au cours de plusieurs descentes musclées et fortement médiatisées, ont interdit le fonctionnement des débits de boissons autour de l'université pour cause de défaut d'autorisation et de nuisances. Seulement, au lendemain des pauses de scellés, ces bars et snacks sont réouverts et les riverains plongés à nouveau dans les nuisances sonores. Pour les bars autour de l'université, ces bars, nous ne pouvons aujourd'hui qu'encadrer, veiller à ce que la réglementation soit respectée, notamment pour les fermetures tardives. Ces bars ont, sur le plan administratif, des papiers qui les autorisent à fonctionner. Ils payent leurs impôts. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'encadrer leur fonctionnement. Dans l'arrondissement de Douala 5e, la prolifération des bars est une réalité qui interpelle au quotidien les autorités. Grand Consulat fait partie des débits de boissons fermés depuis plus de 2 mois par la sous-préfecture. Il lui est reproché de fonctionner en marge de la réglementation. À Bonamous a dit un bar qu'on appelle le Grand Consulat. C'est un bar pour lequel j'ai reçu des menaces de mort, mais qui reste fermé et qui est fermé définitivement. Des propriétaires des bars fermés dénoncent des décisions à tête chercheuse. Tapage nocturne et striptease. Et de tout ça, nous ne faisons rien de tout ça. Parce qu'en plein air, comme ça, vous ne pouvez pas accepter que les enfants dansent nus. Mais on a tout fait. Nous sommes allés, on a même envoyé les gens le voir pour ça, qui nous disent vraiment si c'est pour ça que nous devons arrêter. Il a refusé. Des populations de l'arrondissement de Douala 5e et celles de la zone universitaire en particulier souhaitent avoir un peu plus de tranquillité, notamment dans la nuit.
Il y a également des bars au quartier Koweït City dans l'arrondissement de Douala 2e, mais ce n'est pas la nuisance sonore qui dérange de ce côté-là, c'est que ces populations vivent autour des décharges toxiques de certaines entreprises de la capitale économique. Les populations disent ne plus supporter ces odeurs nauséabondes qui rythment leur quotidien et empoisonnent leur environnement. Dans ce quartier, Dallas Chana et Axiril, reportage. Koweït City à Douala. La vie ici n'a rien à voir avec celle de la belle cité asiatique. À Koweït City, version Douala, l'insalubrité prime, conséquence des déchets toxiques déversés par certaines entreprises de la place. Et c'est bouché, il n'y a même pas où que ça va passer. Et ça ne passe pas. Et l'autre est cassé de l'autre côté, ça passe, ça coule par derrière, ça part jusqu'à l'autre loupé. Parfois les sableurs sortent les sables, même on trouve les poissons morts dedans. Ils disent que c'est ça même qui fait ce dégât. La vie à Koweït City n'est donc pas un long fleuve tranquille. L'accès dans cette banlieue de l'arrondissement de Douala 2e est un parcours de combattants. Situé en zone aéroportuaire, le village Ndinde, aujourd'hui Koweït City, était un lieu de décharge pour certaines entreprises. Les premiers habitants ont débarqué ici il y a quelques années. Et comme il fallait s'y attendre, la cohabitation entre population et décharges toxiques est difficile. Ils arrivent dans la nuit, ils versent un peu partout. Là où nous sommes là, ce sont les cacas. Nous sommes placés sur les cacas, la pâte des cacas qui est devenue la terre là. Ce sont finalement des populations meurtries qui font la dure expérience de vivre dans un site qui accueille également des produits impropres à la santé de l'homme. Je vous assure, les odeurs, on n'arrive pas à vivre. Parfois, tu te lèves le matin comme ça, la poitrine est cassée. Moi, j'ai même parlé aux gens qui venaient chercher les déchets, disaient que c'est la boisson. J'ai dit non, ça c'est toxique, il ne faut pas boire ça. Ça c'est toxique, c'est où? Encore où? Là où versent les cacas, les hommes, pardon. Depuis leur installation dans ce lieu de décharge, les habitants de Koweït City sont en quête du bien-être et du mieux-être. Pour y parvenir, ils en appellent à l'intervention des pouvoirs publics. On dit souvent que quand les humains s'installent quelque part, où les sociétés vraiment qui tournent les trucs chimiques ne doivent plus exercer dans le milieu des humains. Ils doivent quitter et aller un peu loin. Si vraiment le ministre peut faire quelque chose pour nous, les enlever d'ici, le faire partir loin. De l'aveu des populations de Koweït City, près d'une centaine de camions défilent ici par jour. Ils y déversent des déchets d'hydrocarbures, brassicoles, ménagers, des excréments, entre autres. Un accident de la circulation est survenu ce jour sur le pont de Vouri à Douala, dans la capitale économique. Le chauffeur d'un pick-up appartenant à une société de la place a frôlé le pire. Selon la victime, l'incident est survenu alors qu'il évitait un face-à-face avec une moto qui roulait à vive allure, revenant en sens inverse. Une situation qui a paralysé la circulation sur le pont du Vouri. Le chauffeur du pick-up s'en tire avec de légères blessures. Mais il n'y aura décidément pas de constat après cet accident de la circulation et pour cause, les huissiers de justice poursuivent le mouvement d'humeur et l'appareil, provoquant ainsi le blocage de l'appareil judiciaire. La justice ne peut pas être rendue en l'absence des huissiers de justice. C'est le point de vue d'un avocat au barreau du Cameroun rencontré ce jour à Douala par nos reporters Alès Djomgan et Étienne Pascal Azegue. Les portes des études des huissiers de justice sont restées fermées au public ce 29 octobre dans la ville de Douala. Il y a risque que le système judiciaire soit totalement paralysé si la situation perdure. L'huissier de justice étant celui-là qui sert les assignations à comparution en matière pénale et les convocations. Cet avocat au barreau du Cameroun reconnaît que toute personne victime d'une infraction pendant cette période de grève ne peut intenter une procédure judiciaire. L'huissier est au commencement et à la fin des procédures, ou tout au moins de certaines procédures. En ce sens que quand on saisit par exemple la justice en matière civile, généralement ça commence par une assignation qui est un acte d'huissier. En cessant toute activité, les huissiers viennent mettre davantage à mal le système judiciaire camerounais qui brille déjà par des lenteurs à tous les niveaux.
Il faut absolument que l'État intervienne parce que la paralysie de la justice, c'est la paralysie d'un service public. Bien sûr que la loi prévoit des scénarios permettant, quand il y a lieu, de passer outre les services de l'huissier, mais ça suppose une autre décision de justice et ça entraîne des lenteurs judiciaires qui sont forcément préjudiciables à la célérité qui devrait être de mise en matière de justice. Plusieurs procédures vont connaître des problèmes de délai si une éventuelle concertation entre les autorités gouvernementales n'aboutisse. Les huissiers de justice sont en grève depuis le 28 octobre. Ces auxiliaires de justice souhaitent que le gouvernement revoie sa position au sujet des modalités de paiement de leurs émoluments mensuels. Restons dans les couloirs de la justice pour parler de l'affaire Thierry Michel à Tangana. L'audience a été renvoyée pour le 26 novembre prochain. Le verdict attendu ce jour n'est pas tombé. D'ailleurs, le franco-camerounais était absent à la Cour suprême du côté de Yaoundé. Emmanuel Diop et Yannick Bazoua. D'entrée de jeu, Michel Thierry à Tangana a brillé de son absence lors de cette audience et pour cause. Ces derniers temps, il y a plus d'un mois déjà que Michel Thierry est maintenu en cellule dans ce réduit où les conditions sont très inhumaines. Cela l'a affecté sur le plan de la santé, donc il se trouve être très affaibli au point où il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Une audience qui a été renvoyée pour le 26 novembre prochain de prime abord parce que... En réalité, le dossier n'est pas encore en état, tout simplement parce que les avocats déjà de l'État du Cameroun ont soulevé le point suivant. Ils n'ont pas été notifiés de nos mémoires en réplique. Aussi, parce que le greffe de la Cour suprême n'a pas notifié à temps les différentes parties de la date de l'audience. Comme la loi l'a prévu, les délais n'ont pas été respectés pour tout le monde, aussi bien pour l'État du Cameroun que pour les accusés. Donc toutes les parties étant égales devant la loi, on a sollicité de commun accord l'application, la bonne application de la loi. Et relativement à nous autres, nous n'avons pas été informés de la date de cette audience. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé notifier en fait, les actes qui sont adressés aux avocats à un des membres du comité. Et il se trouve que malheureusement, ce membre du comité n'est pas avocat. La Cour suprême doit notifier les actes au cabinet des avocats. Une audience qui s'ouvre finalement une semaine après la visite de Paul Biya au Vatican. Quant à l'audience de Marafa Amidou Yaya, elle a été renvoyée pour le 26 novembre 2013. Motif, absence de l'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation à l'audience de ce 29 octobre 2013. Et signalons à votre suite, Yannick Bazoua, que ce sont au total 6 affaires qui étaient inscrites au rôle de la Cour suprême ce jour. L'affaire de l'ex-trésorier payeur général, celle d'Odondon, Polycarpe Ababa, Lydienne Eyum Thierry à Tangana, Tétus et Joie et celle de Marafa Amidou Yaya. Synthèse de toutes ces audiences avec Yannick Bazoua. Des 6 affaires inscrites au rôle des audiences de ce mardi 29 octobre 2013, la Cour suprême s'est prononcée sur 2. Il s'agit des pourvois en cassation introduits par l'ex-ministre des Finances, Polycarpe Ababa, de l'ex-bâtonnier Lydienne Eyum et de Baleng Ma Célestin. Après avoir rejeté les appels, la Cour suprême a renvoyé les affaires à l'attention du tribunal criminel spécial. Pour l'avocat de Polycarpe Ababa, la vraie bataille juridique s'ouvre enfin. Baisser les bras, pourquoi? Puisque nous savions que c'était juste une phase de la procédure, parce que là, c'était sur les exceptions. La véritable procédure, elle est attendue au TCS. C'est pour ça qu'après avoir statué, on a renvoyé les parties devant le TCS. Du côté de l'avocat du ministère public, c'est la procédure qui suit son cours. C'est une application conforme de la loi en tout point, parce qu'à l'époque, effectivement, le texte sur le tribunal criminel spécial était déjà d'application. Le texte de 2011, avant sa modification, la Cour n'a fait que l'application de ce texte. Le Conseil d'Ababa n'évoque par ailleurs pas une éventualité de remboursement. Et pour rembourser, il faut déjà reconnaître avoir pris de l'argent. Quand on ne reconnaît pas avoir pris de l'argent, on va rembourser quoi? Surtout quand vous parlez de remboursement. Si c'est une dotation qu'on fait à l'État, on peut comprendre, mais remboursement, il faut d'abord avoir pris pour rembourser.
Les 4 autres audiences, à savoir celle de l'ex-trésorier payeur général de Douala, de l'ex-directeur général du FECOM, Emmanuel Gérard Ndondon et compagnie, de Michel Thierry Atangana, Titus Edjoua, Njemen Isaac, et enfin celle de l'ex-ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Amidouaya, ont été renvoyées pour le 26 novembre 2013. L'exécution du budget d'investissement public 2013 a connu un grand retard dans le département du Mungo, c'est dans la région du littoral. 46% sur le taux de réalisation du BIP dans cette partie du pays. C'est ce qui ressort du deuxième comité départemental du suivi participatif des investissements publics dans le département du Mungo. Cyril Djemba et Sandrine Babou. 46%, c'est le taux d'exécution du budget d'investissement public dans le département du Mungo. Rendu au 3/4 du parcours de la nouvelle année budgétaire 2013, ce taux est jugé faible par le comité départemental du suivi participatif des investissements publics dans le Mungo. Plusieurs raisons expliquent ce retard. Les difficultés de fonctionnement de logiciels internes au ministère des Finances. En effet, plusieurs actions ont dû attendre le déblocage de cette situation pour être mises en route. L'engorgement des dossiers au niveau du ministère des Marchés publics, lequel entraîne donc un encombrement du calendrier de travail de la commission départementale. La lenteur observée dans les opérations de passation des marchés a été également citée comme frein à l'atteinte des objectifs. Une situation encore plus préoccupante qui discrédite non seulement l'administration, mais également prive les populations de certains acquis. Cela va s'expliquer pas seulement par la réticence, mais aussi par les procédures des bailleurs de fonds. Il est vraiment possible qu'en novembre-décembre, nous soyons encore en train d'attendre les noms d'objection pour signer certains marchés. C'est dit que des inquiétudes demeurent quant à la réalisation des chiffres appréciables. Ceux des prestataires qui ont déjà été notifiés, qui se mettent vraiment rapidement au travail afin que les projets dont ils ont la charge de l'exécution physique puissent aboutir avant qu'il soit tard. Notons que ces assises se sont déroulées en l'absence de nouveaux exécutifs communaux de tout le département du Mungo qui attendent encore la validation de leur élection, leurs installations officielles ainsi que les prestations de serment. L'Afrique peut se développer sans faire des courbettes aux Occidentaux. C'est la conviction du président équato-guinéen Teodoro Biangema Mbazogo à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de son pays. A reçu des journalistes africains, parmi lesquels notre reporter Fénelon Maobsen qui a pris part à la conférence de presse donnée à cette occasion. Reportage. L'émergence de l'Afrique est possible sans courbettes aux bailleurs de fonds internationaux. Cette posture est réaffirmée par Teodoro Biangema Mbazogo. Le président équato-guinéen, à l'occasion de la conférence de presse qu'il a donnée au Centre international de conférence de Sipopo, au lendemain de la célébration des 45 ans d'indépendance de son pays, a invité ses pairs africains en général et ceux de l'Afrique centrale en particulier à sortir du joug colonial. Nous devons nous considérer comme des pays entièrement souverains. Il faut couper le cordon ombilical avec les colons. Nous n'avons pas de culture. Aujourd'hui, on s'identifie comme anglophone, francophone ou encore lusophone. Au cours de cette rencontre, qui a regroupé une centaine de journalistes du Conseil africain des médias de 13 pays d'Afrique, Biangema Mbazogo a appelé à la solidarité africaine pour revendiquer la place qui doit revenir à l'Afrique dans le concert des nations. J'attends des Africains qu'on adopte une stratégie commune. Pour lutter contre la pauvreté, l'Afrique doit être une entité unique. Si on ne revendique pas notre place, on ne sortira pas de la pauvreté. Le président équato-guinéen condamne toute forme de néocolonialisme en fustigeant la Cour pénale internationale qu'il qualifie d'institution de discrimination créée pour ne juger que les Africains. J'ai proposé la création d'un conseil pénal africain lorsque j'étais président en exercice de l'Union africaine. Nous sommes contre la Cour pénale internationale. Que les Africains soient jugés en Afrique, nous ne sommes plus des esclaves. Nos siguen considerando como sus esclavos, como esclavos
occidentales. Rompre avec la peur, c'est ce qu'il faut aux Africains pour sauver le continent. C'est le discours panafricaniste du président équato-guinéen qui fixe l'émergence de son pays d'ici à 2020 et croit que c'est possible pour le reste de l'Afrique. Et notre reporter a tout de même noté que la Guinée équatoriale se développe avec ses ressources naturelles. La manne pétrolière laisse des traces visibles sur le développement des infrastructures notamment. Finalement, c'est une fois de plus. La croissance spectaculaire sur les plans socio-économiques en Guinée équatoriale parle au reste de l'Afrique centrale. Grâce à la production pétrolière qui est commune à beaucoup de pays dans la sous-région, le gouvernement équato-guinéen a entrepris il y a quelques années seulement la création d'infrastructures uniques dans toute l'Afrique. La manne pétrolière, dont la gestion reste confuse et floue dans certains pays africains, laisse plutôt des marques dans le pays d'Obiangema-Mbazogo. Jour après jour, de villes nouvelles naissent avec des aménagements particulièrement modernes. À côté des quartiers de logements sociaux construits pour abriter les indigents, se dressent des infrastructures routières qui constituent la première attraction du visiteur. Dans ce pays où le niveau de développement ne se dessinait pas il y a 13 ans, le rêve est désormais permis pour une population de moins de 700 000 habitants si on s'en tient aux chiffres de l'année dernière. Si le niveau de développement infrastructurel dans certaines villes guinéennes est au-dessus des besoins de la population, il reste que l'élan du gouvernement de Malabo est une véritable leçon de développement centrée sur les ressources naturelles que regorge le continent africain, pensent des observateurs. Et du sport, football à présent, championnat national d'élite 1, la 26e et dernière de la saison est celle de tous les enjeux et de tous les suspens. La course au maintien est très serrée entre Renaissance de Ngoumou, Tonnerre de Yaoundé et Panthère sportive d'Undé. Une place africaine se dispute par contre entre Unisport du Onkam et Union de Douala et qui des Astres Football Club ou de Coton Sport sera champion. La réponse sera donnée à l'issue de cette dernière journée. Décryptage avec Jean-Paul Choumiat. Depuis plus de 10 ans, le suspense n'a jamais autant perduré sur une fin de championnat comme c'est le cas de l'Elite One cette saison. À une journée de la clôture, le titre de champion cherche encore preneur entre Coton Sport de Garoua et Astre de Douala, 43 points chacun. Contrairement aux Brésiliens de Bipanda, plus du tout maîtres de leur destin, les Galactiques du Nord sont bien partis pour décrocher leur titre 2013. Seul un impératif de victoire contre Ndjalakwan Sport leur garantit un 12e cercle de champion du Cameroun. Pour les poulains d'Alexandre Bellinga, non seulement doivent à tout prix remporter le duel face à Unisport et finir à 46 points, mais l'espoir de goûter aux délices d'un premier titre reste conditionné par un faux pas de Coton à domicile. Le titre perdu pour le Flambeau de l'Ouest 39 points et les Nassar Kamakai 38 points. Les deux clubs mythiques se battent pour la 3e place, synonyme d'un ticket pour la Ligue des Champions. La tâche s'annonce très compliquée pour Unisport face à Astre, déterminé à éteindre le Flambeau de l'Ouest et espérer une défaite ou un nul de Coton pour décrocher son premier cercle depuis son accession en Elite One en 2005. De son côté, Union de Douala peut déjà rêver d'une place africaine. Son match de la 26e journée l'opposant à New Star de Douala, plus du tout sous pression après son nul d'un but partout devant le Tonnerre de Yaoundé à la 25e journée. Une victoire face à New Star contre une défaite ou un nul d'Unisport classera le champion 2012 dans le trio de tête avec une place assurée en Ligue des champions de la CAF. Si dans le ventre mou du classement Yon Sport, Ndjalakwan, Fovu, Canon, Dak et New Star sont à l'abri de la relégation, Renaissance de Ngoumou, Tonnerre de Yaoundé et Panthère d'Undé tiennent à un fil qui va forcément se rompre à la dernière journée pour deux challengers. L'équipe de Ngoumou qui croise le Tonnerre a besoin d'un point pour se maintenir. Sa particularité, c'est être toujours sauvé de la relégation depuis 2 saisons à la dernière journée. Un nul dans ce duel fratricide renverrait les Kalara Boys en élite tout comme ils étaient venus. Une victoire les propulserait à 29 points. Même nombre de points requis pour la Panthère en cas de victoire face à DAC 2000 à Banganté. Si les 3 potentiels relégués totalisent chacun 29 points au soir de la 26e journée, entreront en jeu les critères de meilleure attaque, meilleure défense et goal d'average particulier. Dans le classement selon ces paramètres, Renaissance de Ngoumoua 24 buts marqués, deuxième Tonnerre 18 buts et Panthère 17. Pour la meilleure défense, Panthère et TKC ont concédé 28 buts chacun, 32 encaissés pour Renaissance de Ngoumou. En cas de considération du goal d'average particulier entre Tonnerre et Panthère, le Fauve d'Indé se fracassera dans la zone rouge. En attendant l'issue du match Renaissance-Tonnerre, l'équipe de Ngoumoua bonne avance pour avoir battu le TKC à l'aller 1 but à 0.
Tous les scénarios possibles sont dessinés. Le public sportif attend désormais la dernière journée pour connaître le nouveau champion du Cameroun entre Coton et Astre. Le troisième qualifié pour la Ligue des champions entre Unisport et Union. Et les deux mousquetaires à choisir entre Renaissance, Panthère et Tonnerre pour accompagner Sable de Batier en élite tout. Et je vous invite à présent à nous suivre dans la deuxième partie de ce journal. Nous tenterons de comprendre ce qui attend ou ce qu'on devrait attendre des députés qui ont effectué leur entrée à l'Assemblée nationale ce jour. À tout de suite. Merci donc d'être avec nous et de nous retrouver dans le cadre de la deuxième partie de ce journal. Avec nous ce soir, un ancien député à l'Assemblée nationale, honorable Calvin Joker, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez passé presque 11 années à l'Assemblée nationale du Cameroun, député RDPC pour la circonscription électorale de Vouri-Est. C'est bien cela? C'est bien cela, madame. Alors, un bilan, on peut dresser le bilan des deux législatures que vous avez passées au sein du Palais des Verts de Ngakele? Oui, disons que c'est d'abord un honneur d'être investi par son parti, d'être élu et de travailler pour le peuple à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un honneur qui ne revient pas à tout le monde. Et quand on est à l'Assemblée, on n'en perd jamais de mémoire qu'on est là pour le peuple. Et je dis, pendant ces deux mandats, je crois que nous avons abattu un impressionnant travail au niveau, n'est-ce pas, de la démocratisation de notre pays, avec d'innombrables textes de loi que nous avons adopté. Vous savez que nous avons passé d'ONEL à ELECAM, le système judiciaire, nous l'avons réorganisé. Au niveau économique, il y a d'importants textes que nous avons. Je ne peux pas vous citer tout ce que nous avons voté comme texte de loi pendant ces 11 années. Et en même temps aussi, nous avons contrôlé l'action du gouvernement parce que c'est de ça qu'il s'agit dans l'émission, n'est-ce pas, du député. Et je crois qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de bonne gouvernance. Je crois que l'Assemblée nationale a également un rôle à jouer en la matière. Et c'est un travail collectif que nous faisons avec le gouvernement, mais chacun sur son terrain. Alors, vous pensez que les populations de Vouri-Est qui vous ont accordé vos suffrages durant 2 mandats, ou on va dire 2 législatures, doivent être fiers du député que vous avez été? Bon, je pense qu'il ne m'appartient pas de m'apprécier, vous comprenez? Je crois qu'il faut les interroger, ils vous diront leur point de vue, mais je sais que les gens ont une certaine compréhension du rôle du député dans notre pays, donc tout dépend de qui vous avez en face. Mais si on s'en tient, n'est-ce pas, à ce que dit la Constitution par rapport aux missions du député, je crois que modestement, nous avons bien accompli notre travail pendant ces 2 mandats. J'ai eu l'opportunité de faire 4 élections. J'en ai perdu 2, j'en ai gagné 2 et je crois que c'est tout à mon honneur. Ce n'est pas donné. J'ai commencé ça, je n'avais même pas 30 ans. Aujourd'hui, je suis déjà un homme assez mûr. Je crois que c'était un privilège et je voudrais remercier sincèrement les électeurs qui, pendant tout ce temps, depuis 92, nous ont fait confiance dans un environnement, la ville de Douala, qui est unique, qui est assez difficile. Ça, il faut le reconnaître. Mais je crois qu'avec tout ce qui a été fait progressivement, les gens comprennent que la politique que nous défendons et que nous avons toujours défendue est la bonne pour le peuple camerounais. Alors, en termes de réalisation, vous, en tant que député, vous estimez qu'il faut interroger les populations de Vouri-Est, c'est-à-dire celles de Douala 3e et de Douala 5e. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que député, qu'à interroger ces populations, celles de Douala 3e, celles de Douala 5e également, elles ont l'impression que leur député est allé à l'Assemblée nationale pour les défendre? Bon, ce qu'il faut comprendre, parce que la question que vous me posez, on va la poser à ces nouveaux élus que l'Assemblée va compter à partir d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, le rôle du député n'est pas bien compris des populations. On attend tout du député, mais le député n'est que le maillon d'une chaîne. 1, le député appartient à un parti politique qu'il investit. 2, le député... Mais il n'est pas le député du parti politique. J'en viens. À partir du moment où il est investi et qu'il est de la majorité ou de l'opposition, son rôle à l'hémicycle change. Quand il est de la majorité, il soutient la majorité, généralement le pouvoir en place. Et quand il est de l'opposition, il critique et il joue son rôle de force alternative. Alors, une fois qu'on est à l'Assemblée, on est là, même si il faut avoir l'esprit critique, c'est pour accompagner le gouvernement en matière législative. C'est-à-dire que le président de la République, il est élu sur la base d'un programme, il est élu et il demande une majorité aux populations.
Et quand il obtient cette majorité, il serait inconcevable qu'il y ait une crise entre l'Assemblée et le pouvoir exécutif. Et je crois que ça doit être bien présent dans l'esprit des uns et des autres, parce qu'en fait, celui qui répond de tout dans un pays, c'est le chef de l'État. Et une fois qu'il est élu, c'est lui qui doit faire le bilan. Et s'il a cette majorité qui l'accompagne, je crois qu'elle justifie le programme qui a été voté par les populations. Et je crois que ce n'est que justice. Parce que dans l'histoire, vous savez, les partis politiques sont nés après. On s'est rendu compte qu'il y a un problème de responsabilité. Si on ne responsabilise pas les partis, il est très difficile de responsabiliser les individus et de demander que l'on rende compte. Donc c'est un système qu'il faut bien maîtriser, qu'il faut bien comprendre. Et donc il reste complexe de votre point de vue, vous, il n'est pas complexe, il est simple. Quand on sait qu'on arrive au pouvoir pour mettre en place une politique, mais il est complexe pour des gens qui donnent beaucoup d'importance aux élus, parce qu'en fait, l'élu en lui-même n'a pas grand pouvoir. L'élu peut se distinguer par des actions d'éclat, par le verbe, mais l'élu est à l'intérieur d'une machine pour accompagner une politique. Mais on pourrait tout de même vous opposer le fait que les députés reçoivent quand même un peu d'argent, ce que l'on appelle des micro-projets, si c'est bien cela. Alors, comment vous, en tant que député, vous pensez que vos populations, les populations de Douala 3, Douala 5 ou plus généralement de la circonscription de Vour-Est, ont pu bénéficier de ces projets? Moi, je crois qu'à l'origine, les micro-projets visaient à réparer certaines difficultés que les élus avaient, à vouloir implémenter le budget d'investissement, à vouloir faire réaliser de manière urgente certaines opérations dans leur territoire. Il est donc apparu que mettre en œuvre, n'est-ce pas, le budget de l'État, cela demandait du temps, cela demandait des procédures. Et on a donc trouvé une voie intermédiaire, c'était d'accorder des micro-projets aux députés. Mais à l'origine de la vie parlementaire, vous savez, au Cameroun, nos parents, moi j'ai eu des oncles qui ont été des députés, ils n'avaient pas de micro-projet. Donc c'était pour répondre à une préoccupation ponctuelle. Mais cette préoccupation ponctuelle aujourd'hui a créé un amalgame, parce qu'en fait le rôle du député, et moi je fais partie de ceux, quand j'étais à l'hémicycle, je souhaitais avec beaucoup d'autres camarades que cette idée de micro-projet soit révisée, que le député ait des marges de manœuvre beaucoup plus larges, même s'il faut que l'autorité administrative dont c'est la charge arrive à gérer ces moyens mis à la disposition, n'est-ce pas, des localités. Donc cela crée aujourd'hui une sorte d'amalgame, et je crois que c'est un débat qui reste ouvert, mais qui n'aide pas à la perception réelle du rôle d'un élu dans une jeune nation comme la nôtre. Aujourd'hui, quand vous avez des adversaires, quand ils veulent vous attaquer, quand ils veulent vous affubler, d'accuser de tous les maux, on s'abat sur les micro-projets. Mais ce n'est pas ça le rôle d'un élu. Et je peux vous assurer que nous sommes un bon nombre, nous étions un bon nombre aujourd'hui vraiment à réclamer leur révision, la modification de ce terme pour que le député soit beaucoup plus libre, n'est-ce pas, à agir. Il aura toujours besoin des moyens d'action, mais il faut reformer cela parce que la situation actuelle crée une complexité. Et quand dans une localité, les gens ont les problèmes, disent allez voir le député, il a de l'argent pour vous, il va les résoudre. Juste une dernière question. La 9e législature qui s'est ouverte aujourd'hui a quand même une particularité. Le Parlement est au complet, le Sénat et la Chambre basse, l'Assemblée nationale. Quand vous, en tant que citoyen aujourd'hui, en tant qu'ancien député, qu'attendez-vous des 180 qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Bon, les 180 députés ont fort à faire parce que nous allons expérimenter dès maintenant, parce que toutes les institutions parlementaires sont en place, le Sénat, l'Assemblée nationale, le bicaméralisme dans sa forme active. Alors, je sais qu'au niveau du Parlement, tel que les textes existent aujourd'hui, la navette parlementaire, par exemple, à mon avis, avec les durées des sessions, pourrait poser un problème. Quand on sait le temps qu'il faut mettre pour étudier une loi, que cette loi aille au Sénat, qu'elle revienne, moi je pense qu'il y a des amendements, des modifications, n'est-ce pas, qu'il faut apporter, n'est-ce pas, au mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ça peut être un chantier. Mais globalement, je crois que aujourd'hui l'édifice démocratique est assis, il donne satisfaction. Si on s'en réfère aux dernières élections, je crois que le prochain défi, il est essentiellement
économique, nous devons tendre vers la réalisation de la politique du chef de l'État, avec tous ces grands chantiers, avec une législation qui attire les investisseurs, qui les sécurise, qui permette à celui qui a des initiatives de pouvoir investir, de pouvoir de donner le meilleur de lui-même, de donner le meilleur de lui-même dans la construction de la nation, parce que nous avons besoin pour un meilleur essor économique. Nous avons besoin de tout le monde, effectivement. Merci à vous, Abel Calvin-Joquet. Je signale que vous étiez député RDPC pour la circonscription électorale de Vouri-Est. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui remercie Equinox. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir suivi le journal sur Equinox Télévision ce jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Je donne rendez-vous demain lorsqu'il sera exactement 20h. Bonsoir.